Bonjour à tous. Merci d'être là. L'histoire de vengeance que vous allez entendre se déroule en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'appelle Chloé Dubois, et la nuit où ma sœur a qualifié ma récompense de stupide, mon téléphone s'est allumé avec une simple notification qui disait tout sur ma place dans cette famille. J'étais debout dans ma minuscule cuisine, portant encore mon tablier taché, fixant le courriel officiel sur mon ordinateur portable qui annonçait que j'étais sur le point de recevoir la plus grande récompense de ma carrière. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert notre discussion de groupe familial et que j'ai tapé « Salut, j'ai des nouvelles. Je vais recevoir une récompense la semaine prochaine. Il y a une cérémonie. Elle est diffusée en direct. J'aimerais vraiment beaucoup que vous puissiez être là. » J'ai regardé les 3 petits points apparaître, puis disparaître, puis réapparaître. Finalement, ma sœur a répondu « Nous n'avons pas le temps pour ta récompense inutile. Nous allons dîner ce soir-là. » Une seconde plus tard, ma mère a ajouté « Ne nous en veux pas, chérie. Nous avons déjà fait des réservations. » Mon père n'a pas dit un mot. Il a simplement aimé le message de ma sœur, comme s'il le validait. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde, ressentant cette brûlure familière dans ma poitrine, celle que j'avais appris à ravaler depuis mon enfance. Puis j'ai pris une profonde inspiration, j'ai forcé un sourire, même si personne ne pouvait le voir, et j'ai répondu « Ce n'est pas grave. Passez un bon dîner. » Ils ont envoyé quelques pouces levés et un emoji qui rit, comme si nous venions de nous mettre d'accord sur quelque chose d'anodin, comme si je ne venais pas de les inviter au plus grand moment de ma vie. Cette nuit-là, alors qu'ils trinquaient en mangeant des pâtes dans leur restaurant préféré, la diffusion en direct a commencé sur la télévision au-dessus de leur tête. Et ce qui est apparu sur cet écran au milieu de leur petit dîner parfait les a tous figés sur place. Si vous voulez savoir comment cette stupide récompense est devenue la seule chose qu'ils ne pourraient jamais ignorer, continuez d'écouter. Je n'ai pas toujours connu ma place dans cette famille aussi clairement. En grandissant à Lyon, je pensais honnêtement que les choses étaient normales, que chaque petite sœur n'était qu'un bruit de fond dans le film des exploits de sa sœur aînée. Ma sœur, Camille, était la star dès l'instant où elle a appris à rejeter ses cheveux en arrière et à sourire pour un appareil photo. Elle avait 5 ans de plus, elle était bruyante, charmante, le genre de fille qui pouvait transformer une sortie à l'épicerie en une story complète sur Instagram. Mes parents, Robert et Hélène, disaient qu'ils ne faisaient que soutenir sa confiance en elle. Mais la vérité, c'est que notre maison tournait autour de ses humeurs, de ses emplois du temps, de ses crises. Quand Camille n'a pas été sélectionnée pour l'équipe de cheerleading une année, nous avons eu une réunion de famille à ce sujet, suivie d'une glace et d'un discours d'encouragement. Quand j'ai gagné un concours de cuisine au collège avec une simple recette de poulet rôti que j'avais pratiquée pendant des semaines, ma mère a dit « C'est bien, chérie », puis s'est tournée pour demander à Camille comment se passait son projet de groupe. À l'âge de 13 ans, j'avais compris que le seul endroit où je me sentais visible était la cuisine. Vous savez, ces enfants qui disparaissent dans les jeux vidéo? Moi, je disparaissais dans les recettes. Pendant que Camille essayait de nouveaux salons de coiffure ou suppliait mes parents de lui donner de l'argent pour un autre voyage de fin de semaine, j'étais collé à des vidéos de cuisine sur une vieille tablette. Faisant des pauses et des retours en arrière pour apprendre à couper les oignons sans pleurer ou à faire lever le pain correctement dans une cuisine fraîche de Lyon. J'ai commencé à faire des biscuits et des petits pains à la banane, que je donnais aux voisins juste pour voir le visage de quelqu'un s'illuminer en prenant une bouchée. Finalement, j'ai commencé à les vendre au marché fermier local le samedi. Je me tenais là, derrière une table pliante bancale avec ma petite pancarte écrite à la main, et des inconnus me disaient « C'est incroyable. Vous avez fait ça vous-même » Et pendant quelques heures, j'avais l'impression de compter. À la maison, cependant, c'était différent. Mon père soupirait en voyant le temps que je passais à jouer dans la cuisine. Et ma mère n'arrêtait pas de me dire que je devrais être plus comme Camille et penser à une vraie carrière, quelque chose de glamour ou dans le monde de l'entreprise. Ils écoutaient Camille parler pendant des heures de son travail dans une boutique à la mode et de ses projets pour percer sur les réseaux sociaux. Mais quand j'essayais d'expliquer une nouvelle recette que je testais, ils hochaient poliment la tête, vérifiaient leur téléphone et changeaient de sujet. J'ai appris très tôt que dans ma famille, ce que j'aimais était considéré au mieux comme un passe-temps, au pire comme une distraction. Avez-vous déjà ressenti cette piqûre silencieuse en réalisant que les personnes qui sont censées vous connaître le mieux ne vous voient que comme le figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Ce sentiment est devenu le carburant qui m'a poussé hors de notre maison et directement vers le seul endroit où ma passion comptait vraiment. Quitter Lyon ressemblait moins à la poursuite d'un rêve qu'à une fuite d'une vie qui n'avait jamais vraiment été la mienne.
quand j'ai été accepté dans un programme culinaire à Paris, mes parents ont traité cela comme si je m'étais inscrite à une colonie de vacances prolongée plutôt qu'à une école sérieuse. Camille a plaisanté, alors, tu vas dépenser tout cet argent juste pour apprendre à couper des légumes. Ma mère lui a dit de se taire, mais elle souriait en le faisant. Mon père m'a serré dans ses bras à l'aéroport et a dit, assure-toi juste d'avoir un plan de secours, d'accord? Tout le monde ne peut pas réussir dans la restauration. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je me suis fait une promesse, je ne reviendrai jamais en tant que la fille qu'il pensait juste jouer à la chef. Paris était bruyante, chaotique, et d'une certaine manière, exactement ce dont j'avais besoin. Je passais mes journées dans des cuisines surchauffées à l'école, et mes nuits à travailler à temps partiel dans un petit café qui sentait l'expresso et le pain frais. J'ai brûlé des plats, je me suis coupé les doigts, j'ai pleuré dans des chambres froides, et je me réveillais quand même chaque matin, avide d'en apprendre plus. Un de mes instructeurs m'a recommandé pour un poste dans un restaurant gastronomique de Paris dirigé par le chef Antoine Richard, un nom que je n'avais vu que dans des magazines sur papier glacé auparavant. Travailler pour lui, c'était comme être jeté dans une tempête. Il criait, il exigeait la perfection, et il remarquait tout. Mais quand il m'a regardé dresser une simple assiette de carottes rôties avec une sauce au yaourt aux herbes que j'avais peaufinée une douzaine de fois, il a fait une pause et a dit, « Tu as une vision. Ne la perds pas. » Ces 5 mots ont fait plus pour moi que tous les commentaires, sois plus comme ta sœur, que j'avais entendus à la maison. J'ai commencé à expérimenter des manières de rendre la cuisine réconfortante plus légère, plus fraîche, tout en restant satisfaisante. Un soir, après le service, j'ai filmé une courte vidéo dans la minuscule cuisine du personnel, en préparant un burger végétarien grillé avec ma propre vinaigrette maison. Je l'ai publié en ligne sans trop y penser. Une semaine plus tard, la vidéo avait explosé. Les gens me taguaient dans leurs recréations, me suppliant de leur donner la recette, demandant où ils pouvaient acheter la sauce. C'est la première fois que j'ai réalisé que ma cuisine pouvait exister en dehors de la cuisine où je me trouvais. J'ai commencé à embouteiller de petites quantités de ma vinaigrette, en la vendant localement sous le nom de la cuisine de Chloé. C'était désorganisé et modeste et loin d'être parfait, mais c'était à moi. J'ai appelé mes parents pour leur dire que ma sauce se vendait très bien sur un marché local. Ma mère a dit, c'est mignon, chérie, puis a passé le téléphone à Camille pour qu'elle puisse me parler d'une nouvelle collaboration avec un photographe local. Comme d'habitude, ma petite victoire n'était qu'un bruit de fond pour ces grands projets. J'ai raccroché, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de mon minuscule appartement, et j'ai réalisé quelque chose d'important, le monde extérieur commençait à me prendre au sérieux, même si ma propre famille ne le ferait jamais. La cuisine de Chloé a cessé d'être une simple activité secondaire le jour où un acheteur d'une chaîne d'épicerie régionale a goûté ma vinaigrette lors d'un salon alimentaire et a dit « Nous pourrions mettre ça en rayon ». En moins d'1 an, mes petites productions se sont transformées en véritables séries de productions. Je travaillais toujours des quarts de travail épuisants au restaurant, mais maintenant, lors de mes jours de congé, j'étais en réunion pour discuter des étiquettes, de l'approvisionnement et de la distribution. C'était épuisant d'une manière que mes parents n'ont jamais vue, car tout ce qu'ils commentaient, c'était les jolies photos que je publiais quand quelque chose se passait bien. Un article local a qualifié ma vinaigrette de « ce genre de choses qui pourrait changer la façon dont les gens pressés mangent à la maison », et cet article a été repris par un blog culinaire plus important. À partir de là, les choses se sont enchaînées. La cuisine de Chloé a été acceptée dans un programme national de soutien aux marques alimentaires émergentes, et soudain, je prenais l'avion pour des conférences, je faisais des démonstrations, je parlais de cuisine réconfortante et saine sur de petites scènes dans des salles de bal d'hôtel. C'est ainsi que mon nom s'est retrouvé sur le radar de personnes que j'admirais de loin en grandissant. Un après-midi froid, j'étais dans mon minuscule bureau en train de goûter une nouvelle fournée lorsqu'un courriel est apparu avec un objet qui m'a noué l'estomac, notification de nomination de la Fondation des Toques d'Or. Mes mains tremblaient en cliquant dessus. Ils ne se contentaient pas de me nominer, ils m'annonçaient que j'étais la jeune chef de l'année. Il y aurait une cérémonie à Cannes, dans un hôtel que je n'avais vu qu'à la télévision, et l'événement serait retransmis en direct sur une chaîne de télévision culinaire nationale. Pendant 1 minute, je suis restée assise là, à fixer l'écran, à écouter les battements de mon propre cœur. Puis, malgré tout, mon premier instinct a été de le partager avec ma famille. J'ai ouvert notre discussion de groupe, celle qui avait été principalement remplie des selfies de Camille et des chaînes de messages de ma mère pendant des mois, et j'ai commencé à taper. J'ai expliqué ce qu'étaient les prix des Toques d'Or, à quel point c'était important,
que la cérémonie aurait lieu la semaine suivante en direct à la télévision, et à quel point cela signifierait pour moi s'il pouvait soit venir à Cannes, soit au moins regarder la diffusion. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé la petite coche de « distribuer » apparaître. 3 points sont apparus, ont disparu, sont revenus. Finalement, Camille a répondu « Nous n'avons pas le temps pour ta récompense inutile. Nous allons dîner ce soir-là. » Une seconde plus tard, ma mère a ajouté « Ne nous en veux pas, chérie. Nous avons déjà fait des réservations. » Mon père n'a pas dit un mot. Il a simplement aimé le message de ma sœur, un petit pouce levé qui m'a fait l'effet d'un coup de poing. J'ai fixé l'écran, sentant ce mélange familier de colère et d'engourdissement me monter à la gorge. Pendant une seconde, l'ancienne version de moi-même a voulu supplier, expliquer à nouveau à quel point c'était important. Au lieu de cela, j'ai dégluti difficilement, j'ai forcé mes doigts à rester stables et j'ai tapé « Ce n'est pas grave. Passez un bon dîner. » Quand ils ont répondu avec quelques émojis et une blague sur le dessert, cela m'a frappé avec une clarté limpide, s'ils ne pouvaient pas être là pour moi maintenant, au seuil du plus grand moment de ma carrière, ils ne le seraient jamais vraiment. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'univers allait s'assurer qu'ils en regardent chaque seconde de toute façon. Le soir de la cérémonie, Cannes semblait être une autre planète comparée au crachin gris que j'avais laissé derrière moi à Lyon. L'hôtel Martinez était resplendissant, tout en sol de marbre et en lustre, et rempli de gens qui sentaient le parfum cher et le succès. Je me tenais dans le hall, serrant mon invitation, vêtu d'une robe noire simple mais élégante pour laquelle j'avais économisé. Et pendant un instant, je me suis senti comme une imposteur qui s'était accidentellement égarée dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis ils ont épinglé mon badge nominatif, et je l'ai vu imprimé, Chloé Dubois, la cuisine de Chloé. J'ai pris une grande inspiration et je me suis rappelé que je n'avais pas reçu cela gratuitement. J'avais mérité chaque ampoule, chaque brûlure, chaque nuit blanche. En coulisses, l'air vibrait de nervosité et de lac pour cheveux. J'apercevais des chefs que je n'avais vus qu'à la télévision, des présentateurs répétant leurs textes, des caméramens faisant le décompte à voix basse. Le chef Antoine Richard avait pris l'avion et m'avait trouvé près des fontaines à eau, me serrant rapidement dans ses bras. « Quoi qu'il arrive là-dehors, dit-il doucement, tu as ta place dans cette pièce. Ne l'oublie pas, ils nous ont alignés par catégorie, et quand ce fut le tour de la jeune chef de l'année, mon cœur battait si fort que j'entendais à peine le présentateur parler. Quelque part dans un autre fuseau horaire, ma famille était assise à une table dans leur restaurant italien préféré à Lyon, le bistrot lyonnais, commandant du vin et se disputant au sujet des hors-d'œuvre. Je le savais parce que Camille avait posté un boomerang de leur verre s'entrechoquant avec la légende « Soirée dîner en famille », juste 1 heure plus tôt. Aucune mention de moi, aucune mention de la cérémonie. La voix du présentateur a percé mes pensées. Et la jeune chef de l'année de la Fondation des Toques dorées. Il y eut une petite pause qui sembla durer une éternité. Point Chloé Dubois de la cuisine de Chloé à Paris. La salle a éclaté en applaudissements. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. Puis mes jambes se sont souvenues comment marcher et je me suis retrouvé sur scène, les lumières brûlantes sur mon visage, un trophée soudainement lourd dans mes mains. Le présentateur s'est penché et a murmuré « Souriez. Il passe en direct sur vous. » Et quelque part au fond de moi, une petite version de moi-même, debout derrière une table de marché fermier branlante, a fondu en larmes. J'ai fait mon discours, court et tremblant, mais honnête. J'ai parlé de mon enfance, où j'avais l'impression que ce que j'aimais était un passe-temps, de mon désir de créer une nourriture qui ne fasse pas sentir les gens coupables ou exclus. J'ai remercié les personnes qui avaient cru en moi quand il était plus facile de ne pas le faire. Je n'ai pas mentionné ma famille. Quand j'ai quitté la scène, mon téléphone dans ma pochette a vibré si fort qu'il semblait vouloir s'en échapper. Je l'ai ignoré. Je ne savais pas qu'à ce moment précis à Lyon, la télévision au-dessus du bar du bistrot lyonnais venait de basculer sur la couverture en direct des récompenses par la chaîne Cuisine TV. Le restaurant était animé, plein de bavardage et du cliquetis découvert lorsque la voix de l'annonceur a percé le bruit. À suivre, notre jeune chef de l'année. Une jeune femme qui a débuté sur les marchés fermiers de Lyon et qui change maintenant la façon dont les gens pressent et mangent à travers le pays. La caméra a fait un plan sur mon visage sur scène, mon nom en lettres énormes au bas de l'écran. Chloé Dubois, dit clairement le présentateur, de la cuisine de Chloé. À la table sous la télévision, la fourchette de mon père s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a lentement tourné la tête vers le haut, les yeux écarquillés. Le verre de vin de Camille s'est arrêté juste avant ses lèvres alors qu'elle plissait les yeux vers l'écran,
comme si son cerveau refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Autour d'eux, les gens ont commencé à murmurer. Un serveur a jeté un coup d'œil de la télévision à leur table, faisant le lien. Quelqu'un au bar a dit « Attendez, n'est-ce pas votre fille ? Ne venez-vous pas de dire qu'elle était dans une école de cuisine ou quelque chose comme ça ?» Un autre client a sorti son téléphone et a commencé à filmer le moment, capturant l'instant exact où mes parents ont réalisé que la récompense qu'ils avaient qualifiée d'« inutile » était diffusée au-dessus de leur tête à tout le restaurant. À la télévision, je souriais et tenais mon trophée, remerciant tous ceux qui avaient soutenu mon parcours. À table, ma famille était assise dans un silence stupéfait, piégée sous ce même écran lumineux, sans aucun endroit où regarder ni où se cacher. Et ce n'était que le début de leur cauchemar. Le temps que je retourne à ma chambre d'hôtel cette nuit-là, mon téléphone donnait l'impression de vouloir brûler un trou dans ma pochette. Je l'ai finalement jeté sur le lit, j'ai enlevé mes talons et j'ai ouvert l'écran. La discussion de groupe avec ma famille était en haut, illuminée par plus de notifications que je n'en avais vues depuis des années. Il y avait aussi des identifications Instagram, des mentions Twitter, des messages privés de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. J'ai tout ignoré sauf la discussion de groupe et je l'ai ouverte. C'était le chaos. Ma mère avait écrit « Chloé, nous venons de te voir à la télévision. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était si important ?» Mon père a dit « Ta mère et moi sommes sous le choc. » Tout le monde au restaurant t'a reconnu. Le propriétaire a monté le volume. Les messages de Camille étaient les plus frénétiques. « Chloé, que se passe-t-il ? Les gens nous filmaient au dîner. » Un autre « Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était les prix des toques d'or ? Sais-tu à quel point j'ai eu l'air stupide ? » Puis une capture d'écran de son Instagram. Des dizaines de commentaires sous son boomerang du dîner, des choses comme « C'est la sœur qui a séché la cérémonie de remise des prix de sa propre famille » et « Imaginez appeler les toques d'or de votre sœur inutile. » Quelqu'un avait déjà publié une vidéo du bistrot lyonnais sur TikTok. La légende disait « Quand tu sèches la récompense inutile de ta sœur et que tu finis par la voir gagner un prix des toques d'or à la télévision du restaurant. » Le clip montrait la télévision au-dessus du bar, mon discours en cours de diffusion, puis zoomait maladroitement sur la table de ma famille, leur visage pâle et figé. La vidéo avait déjà des centaines de milliers de vues et ce n'était pas fini. En faisant défiler, une autre vidéo est apparue, ajoutée à la première. C'était un ancien clip de la page de Camille qu'elle avait manifestement oublié, où elle était assise dans l'arrière-salle de sa boutique, portant son badge de travail, riant face à la caméra. « Ma petite sœur pense qu'elle va changer le monde avec de la vinaigrette », avait-elle dit en levant les yeux au ciel. Jean, ma fille, c'est la vraie vie, pas une émission de cuisine. Ta sauce santé ne va pas payer les factures. La section des commentaires sous celle-ci était brutale. Les gens identifiaient la marque pour laquelle elle travaillait. Ils m'identifiaient. Ils utilisaient des mots comme « jalouse »,« peste » et « danger public ambulant ». J'étais encore en train d'assimiler tout cela quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Camille qui appelait. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis j'ai regardé un autre texto arriver, « Décroche, s'il te plaît. » Une partie de moi, l'ancienne partie qui voulait toujours arranger les choses, a presque rappelé. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et je suis allé me démaquiller. Quand je lui ai finalement répondu le lendemain matin, c'est parce qu'elle m'attendait dans le hall de l'hôtel. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie, recroquevillée sur une chaise, les yeux rouges, les cheveux tirés en arrière dans un chignon désordonné au lieu d'être parfaitement coiffée comme d'habitude. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, elle s'est levée si vite que son café a failli se renverser. « Chloé, dit-elle, la voix brisée. Dieu merci. » Nous nous sommes dirigés vers un coin tranquille, et pour une fois, elle ne s'est pas lancée dans une histoire sur elle-même. Elle a juste lâché, je me suis fait renvoyer. J'ai cligné des yeux. De la boutique ? Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. Ils ont dit que les vidéos donnaient une mauvaise image de la marque. Ils ont dit que je me suis moqué de toi, que je me suis moqué des gens qui essaient de manger sainement. Et maintenant, ils reçoivent des messages privés et de mauvaises critiques. Ils m'ont fait emballer mes affaires devant tout le monde. Un rire amer m'a échappé avant que je ne puisse le retenir. Alors maintenant, ma sauce santé affecte ta vraie vie, hein ? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je sais que j'ai été horrible, dit-elle rapidement. J'étais jalouse, d'accord ? Tu t'es vraiment accroché à quelque chose. Tu as vraiment réussi.
C'est juste que... Je ne pensais pas que ça compterait. Je ne pensais pas que tu irais si loin. Elle a essuyé ses yeux, étalant son mascara. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai besoin de tout recommencer, et j'espérais que peut-être tu pourrais, je ne sais pas, me présenter à quelqu'un, m'aider à trouver un travail dans ton monde. Et voilà, pas seulement des excuses, mais une demande. L'ancienne Chloé aurait cédé. Au lieu de cela, j'ai senti un calme m'envahir. Camille, dis-je doucement, pendant des années, mon travail a été une blague pour toi. Mes plus grands objectifs étaient les mignons ou inutiles. Tu n'es pas la raison pour laquelle j'ai créé la cuisine de Chloé, et tu ne seras pas la raison pour laquelle cette entreprise embauchera qui que ce soit. Elle me regarda, stupéfaite. Alors, tu vas juste me laisser couler? J'ai secoué la tête. Non, je vais te laisser nager par toi-même pour une fois. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes, mais je n'ai pas détourné le regard. J'en ai fini d'être la figurante dans ton histoire, ai-je ajouté. Et je ne laisserai certainement pas ma carrière devenir ton plan de secours maintenant. Quand Camille se tenait là, les yeux tout rouges, j'ai réalisé que c'était la première fois que je lui parlais sans me rabaisser. Nous sommes restés un instant dans ce coin tranquille de l'hôtel, à écouter le bourdonnement de la climatisation et les voix étouffées venant du hall. Puis elle a expiré et a regardé ses chaussures. « Tu as changé » a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Pas vraiment. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce que tu dis ne me blesse pas, elle a eu ce petit rire sans joie. Alors, et maintenant? On fait juste semblant de ne pas être sœurs? J'ai secoué la tête. Non, nous sommes toujours sœurs, mais j'en ai fini d'essayer de te prouver quoi que ce soit. Je vais me concentrer sur ma vie, et tu vas assumer tes choix. C'est tout. Je n'ai pas dit, comme hier soir, mais nous savions toutes les deux ce que je voulais dire. La conversation s'est terminée dans cet espace étrange et inachevé. Je lui ai fait un câlin rapide, plus par habitude que par réconfort, puis je me suis dirigé vers l'ascenseur. Tandis que les portes se fermaient, je la regardais devenir de plus en plus petite, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de m'éloigner. Les semaines qui ont suivi la cérémonie ont été un tourbillon. Une fois la diffusion passée, la cuisine de Chloé est passée d'une marque de niche branchée à « tout le monde parle soudainement de vous ». Ma boîte de réception était folle, demande de la presse, offre de collaboration, investisseurs inconnus qui voulaient une part de ce qu'ils pensaient que j'avais. L'un d'eux était Léo Perrin, un homme que je n'avais vu que cité dans des articles sur les startups du secteur agroalimentaire. Nous nous sommes rencontrés dans ce petit café de Cannes qui semblait tout droit sorti de Pinterest. Et après quelques banalités, il a posé son téléphone face contre table et est devenu sérieux. « Chloé, dit-il, les gens n'achètent pas seulement votre vinaigrette, ils achètent votre histoire. Avez-vous pensé à leur donner un endroit pour la vivre réellement? Pas seulement un produit, mais un espace. J'ai pensé à tous ces matins au marché fermier de Lyon, debout derrière cette table pliante bancale, espérant que quelqu'un s'arrêterait pour goûter un échantillon. J'ai pensé à toutes les fois où ma famille a balayé mes recettes comme une phase qui finirait par me passer. Et maintenant, quelqu'un parlait de ma cuisine comme si c'était tout un monde. Oui, ai-je dit, j'y ai pensé. Je n'ai juste jamais pensé que j'en aurais l'occasion si tôt. Léo a souri. Ce n'est pas de la chance. C'est ce qui arrive quand des années de travail apparaissent enfin sur le radar des autres. Alors, nous avons commencé à construire. Ce n'était pas glamour. Il y a eu de longues réunions qui n'aboutissaient à rien, des ébauches de menus qui ne semblaient pas justes, des budgets qui me donnaient mal à la tête, et des planches de design qui étaient déchirées et recommencées. Mais pour une fois, je n'avais pas l'impression de devoir entraîner tout le monde derrière moi. J'avais une équipe qui croyait vraiment en ce que je faisais. Ils ne traitaient pas mes idées comme un joli passe-temps. Ils les traitaient comme une marque. Lorsque le premier restaurant La Cuisine de Chloé a finalement ouvert à Cannes, je suis entré avant l'ouverture des portes et je suis resté là 1 minute, à tout absorber. Des tables en bois chaleureux, une cuisine ouverte où les clients pouvaient voir chaque assiette être préparée, des étagères garnies de mes sauces comme de petits soldats. J'avais l'impression que ma petite cuisine d'enfance, cette table de marché fermier et chaque service de fin de soirée à Paris avaient été fondus et versés dans un seul espace. Pour la semaine d'ouverture, nous n'avons engagé aucun influenceur ni organisé de soirée de lancement extravagante. J'ai posté une simple vidéo, si quelqu'un vous a déjà dit que ce que vous aimez est inutile, cet endroit est pour vous.
Les réservations se sont remplies plus vite que je ne l'aurais cru possible. Les gens ne venaient pas seulement pour manger, ils venaient pour parler. Ils me racontaient comment ils avaient quitté leur emploi de bureau pour faire de la pâtisserie, comment on s'était moqué d'eux parce qu'ils peignaient, diffusaient en direct, écrivaient, créaient. Ils parlaient des membres de leur famille qui levaient les yeux au ciel devant leurs rêves. Ils s'asseyaient à mes tables, mangeaient ma nourriture, et me regardaient comme si j'étais la preuve que peut-être, juste peut-être, ils n'étaient pas fous de se soucier de ce qu'ils aimaient. Un soir après la fermeture, j'étais assise au bar à consulter mes courriels, picorant dans un bol de restes de pâtes quand mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Depuis la cérémonie, elle m'envoyait de longs textos, des excuses, des nouvelles, des histoires de gens de son école qui se vantaient de m'avoir vu à la télévision. Je répondais toujours poliment, mais je restais en surface. Cette fois, j'ai répondu. « Tu es occupé ?» demanda-t-elle, d'une voix plus basse que dans mon souvenir. « Je suis encore au restaurant, dis-je, mais nous avons presque fini de nettoyer. » Elle prit une inspiration. « Un parent est venu me voir aujourd'hui. Leur fille veut se lancer dans les arts culinaires et ils craignent qu'elle n'y arrive pas. J'ai commencé à leur parler d'une fille de Lyon qui vendait des pâtisseries au marché fermier et qui vient de gagner un prix des Toques d'or. » Elle fit une pause. Je suis resté assise une seconde, à regarder les rangées de verres suspendus la tête en bas au-dessus du bar. Il fut un temps où ce genre de choses m'aurait fait pleurer sur le champ. Maintenant, tout ce que je ressentais, c'était cette chaleur constante. « Oui, dis-je, je peux faire ça. Dis-lui d'envoyer un courriel à mon équipe et nous organiserons ça. » Je l'ai entendue expirer comme si elle avait retenu son souffle toute la journée. « Merci, dit-elle. » Puis, après un silence, « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, Chloé. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies tout ça, mais j'essaie de faire mieux. Vraiment. Il y a quelques années, ces mots m'auraient terrassé. Cette fois, ils se sont installés doucement. Je sais que tu essaies, dis-je, et j'apprécie, mais tu dois comprendre que j'ai construit une vie qui ne dépend pas de ta confiance en moi. Je ne suis plus cet enfant qui supplie d'être vu. Ma mère eut un petit rire tremblant. Je crois que c'est peut-être la première fois que je comprends vraiment ça, dit-elle. Après cela, les choses avec mes parents ne sont pas devenues magiquement perfectes, mais elles sont devenues normales d'une manière qu'elles n'avaient jamais été. Mon père a commencé à m'envoyer par texto des photos de repas qu'il préparait à partir de mes vidéos, mauvais éclairage, dressage désordonné, avec des légendes comme « réussi », avec 3 émojis pouces levés. Je le taquinais, mais sous les blagues, j'étais sincèrement fier de lui d'essayer. Quant à Camille, elle est restée silencieuse après notre rencontre à l'hôtel. J'ai eu des nouvelles par bribes de ma mère. Elle avait quitté son appartement chic du centre-ville, trouvé un appartement moins cher, et pris un emploi de vendeuse dans un magasin ordinaire sans projecteur, sans vêtements gratuits, sans événements de marque. La vraie vie, sans filtre. Des mois plus tard, un courriel est apparu dans ma boîte de réception d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait simplement « C'est moi ». C'était de Camille. Elle ne cherchait pas d'excuses. Elle m'a raconté ce que ça faisait de vider son bureau pendant que ses collègues la regardaient. Elle a écrit sur le fait d'être assise seule dans un appartement plus petit, réalisant pour la première fois que les GEM et les vues n'allaient pas payer le loyer. Elle a dit qu'une de ses nouvelles clientes, une femme plus âgée, est entrée en parlant de la façon dont elle avait commencé à manger plus sainement grâce à cette jeune femme à la télévision qui fait de la vinaigrette qui n'a pas le goût d'une punition. Et à quel point elle était fière de cette fille. Je savais qu'elle parlait de toi, écrivit Camille. Je suis resté là à hocher la tête et à penser, j'ai un jour qualifié cette récompense de stupide. Je ne m'attends pas à ce que tu arranges quoi que ce soit pour moi. Tu ne me dois ni un travail, ni une mention, ni une seconde chance. Si tu ne réponds jamais à ce courriel, je comprendrai. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait maintenant. Et j'essaie d'être quelqu'un qui ne rabaisse pas les autres simplement parce qu'elle a peur de ne jamais être à la hauteur. Je n'ai pas répondu tout de suite. L'ancienne moi se serait précipitée pour répondre, pour réconforter, pour recoller les morceaux. La version de moi qui a signé ce courriel, Chloé Dubois, chef fondatrice, savait que je n'avais pas à le faire. Je n'étais pas intéressé par la vengeance pour la vengeance. Le but n'était pas de regarder Camille souffrir. Le but était que, finalement, les gens devaient vivre avec la réalité qu'ils avaient créée. Un soir, après un service chargé, j'ai installé mon téléphone sur le bar et j'ai appuyé sur enregistrer,
prévoyant de filmer une recette rapide. Mais ce qui en est sorti était autre chose. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages disant que votre famille pense que votre rêve est stupide, ai-je commencé. Ils appellent ça une phase, un passe-temps, une perte de temps. J'aimerais pouvoir vous dire que si vous travaillez assez dur, ils changeront d'avis immédiatement, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'ai parlé de mon enfance dans une maison où la chose que j'aimais le plus était traitée comme un bruit de fond. Je n'ai pas cité ma famille nommément, mais je n'ai pas non plus édulcoré ce que j'ai ressenti. Voici ce que j'ai appris, ai-je dit. Parfois, les gens qui sont censés croire en vous ne le font tout simplement pas. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Cela ne veut pas dire que votre rêve est mauvais. Cela signifie que vous devrez peut-être le planter ailleurs d'abord, sur un marché, dans un petit studio, sur une petite chaîne YouTube, peu importe à quoi cela ressemble pour vous. Je leur ai raconté avoir vu mon visage apparaître sur une télévision dans un restaurant où ma propre famille était allée pour éviter ma récompense inutile. Je leur ai dit ce que j'ai ressenti, non pas par mesquinerie, mais d'une manière, c'est la vraie vie. La plus douce des vengeances n'est pas de les regarder s'étouffer avec leurs mots, ai-je dit. C'est de construire une vie si solide que leur opinion cesse d'être le centre de votre univers. Quand vous êtes bien campé sur vos deux pieds, soit ils s'adaptent, soit ils ne le font pas. Cette partie leur appartient. Votre travail est de continuer à cuisiner, ou à écrire, ou à dessiner, ou à construire, quelle que soit votre version de la vinaigrette. Cette vidéo a été partagée partout. Les gens ont identifié des frères et sœurs, des parents, des partenaires. Certains commentaires venaient d'enfants qui me ressemblaient beaucoup à 13 ans. D'autres venaient de parents qui disaient qu'ils repensaient à la façon dont ils parlaient à leurs enfants. Chaque commentaire était comme une petite preuve que rien de tout cela n'avait été vain, les longues nuits, les rires méprisants, les années passées à être la figurante dans ma propre histoire. Quelques semaines plus tard, après avoir fermé un soir, je me tenais seul dans la cuisine. Les lumières étaient tamisées, tout était nettoyé et à sa place. Les casseroles étaient suspendues en une rangée soignée. Les étagères étaient garnies de bouteilles de la cuisine de Chloé. La salle à manger au-delà du passe-plat était silencieuse pour la première fois de la journée. J'ai pensé à cette version enfant de moi-même à Lyon, hésitant sur le seuil de la porte pendant que ma sœur parlait plus fort que moi, se faisant dire de sortir de la cuisine et de laisser maman travailler. Si j'avais pu entrer dans ce moment, j'aurais posé mes mains sur ses épaules et lui aurais dit « Reste. Continue de remuer. Continue de goûter. Un jour, les gens feront la queue pour manger ce que tu prépares. Un jour, la même chose dont ils se moquaient sera ce qui changera tout. » Et c'est peut-être la vraie leçon enfouie dans tout ce drame et ce désordre familial. Parfois, les dernières personnes à croire en vous sont celles qui auraient dû être les premières. Vous n'avez pas à les attendre. Vous avez le droit de construire une vie, une entreprise, une histoire qui a du sens pour vous, même si cela leur paraît ridicule. S'ils finissent par changer d'avis, c'est formidable. S'ils ne le font pas, c'est toujours vous qui entrez dans votre propre cuisine, qui allumez les lumières et qui vous mettez au travail. Notre équipe chez Histoire de Revanche se consacre à la création de scénarios significatifs et bien écrits qui divertissent et inspirent. Nous promettons qu'il s'agit d'une œuvre de fiction conçue uniquement pour partager des leçons de vie et apporter des messages éducatifs utiles à nos spectateurs. Ce script met en lumière l'importance de l'estime de soi, des limites saines et du pouvoir de la croissance personnelle, même lorsque les relations familiales sont douloureuses ou injustes. À travers les erreurs et les conséquences des personnages, les spectateurs peuvent réfléchir à l'empathie, au respect et à l'impact de leurs paroles et de leurs actions sur les autres. De cette manière, l'histoire devient non seulement un drame, mais aussi une forme douce d'éducation sur la maturité émotionnelle et le comportement responsable.